La troisième partie, pour Aristote, c'est l'élocutio. Alors, l'élocutio, pour dire ça rapidement, c'est pas la partie la plus importante dans l'argumentation lorsqu'on fait un essai pour vous, par exemple. C'est l'élocution, c'est le bien écrire, c'est-à-dire c'est la manière dont on va avoir le plus beau style possible, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Je rappelle que l'argumentation, ça marche à l'écrit comme à l'oral. Hein. C'est le bien écrire, c'est-à-dire que dans l'élocution, on va trouver la question, par exemple, des figures de style. C'est-à-dire utiliser, par exemple, dans un monologue chez Racine, par exemple, ou chez Corneille, utiliser des figures de contradiction, des antithèses, des oxymores, ça fait partie de ce qu'on appelle l'élocution, cette troisième phase de la rhétorique. C'est-à-dire c'est là, c'est le moment où, alors qu'on a déjà fait son plan, on va écrire le mieux possible, écrire avec de très belles figures de style. La dernière partie qui est la chose la plus simple, hein, ce qu'on appelle l'axio, en fait, cette dernière partie, c'est la mise en voix. C'est-à-dire, c'est le moment où, à l'oral, l'orateur va faire son discours. Donc, dans l'axio, il y a aussi bien, comment dire, il y a aussi bien la mise en voix, le fait de bien parler, de bien interpréter ce qu'on a à dire, mais il y a aussi la posture, par exemple, ce qu'on va faire de ses mains, si on va joindre ses mains, ouvrir ses mains en fonction de ce qu'on veut dire, de la conviction qu'on veut mettre dans son discours. Et on associe, oui, je vous ai mis, on associe en général à l'axio la question de la memoria, c'est-à-dire que l'orateur doit enregistrer, mémoriser son discours avant de le prononcer. Voilà pour ces quatre phases, donc quatre phases pour Aristote de la rhétorique ou de l'argumentation, l'inventio, la dispositio, l'élocutio et l'axio. Alors, je voulais terminer par quelque chose qui a une utilité, notamment, pas seulement, mais aussi pour la classe de seconde à propos de la question du plaidoyer. Donc, c'est une dernière partie, hein, on va parler du plan du plaidoyer. Alors, je rappelle, hein, le plaidoyer, c'est la forme judiciaire par excellence. Hein. Plaidoyer, je disais tout à l'heure, par exemple, d'un procureur hein, qui veut euh, démontrer une culpabilité ou d'un avocat qui veut démontrer l'innocence de son client. Alors, en règle générale, le plan d'un plaidoyer, dans un plaidoyer, on va avoir quatre parties. Alors, je vous mets ces parties, on va les examiner l'une après l'autre. Alors, la première partie d'un plaidoyer, c'est ce qu'on appelle l'exorde. Alors, en général, ce n'est pas exactement le cas, mais l'exorde, donc dans la rhétorique grecque et romaine, l'exorde, c'est l'introduction. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans une introduction d'un plaidoyer? Si vous êtes avocat, vous allez chercher à créer, à établir, on va dire, à établir un contact avec, avec un public, hein, avec un jury populaire, par exemple. Hein. Et donc, on va essayer d'établir un contact, de créer un climat avec cet auditoire pour essayer, parce que c'est le premier contact est très important, et donc l'introduction est très importante. Euh, donc c'est là, par exemple, qu'on va s'adresser, on va adresser des formules du type messieurs, mesdames les jurys, on va parfois les flatter, on va s'adresser à leur intelligence comme à leurs sentiments, et donc on crée un contact, on crée un climat. Alors, plus traditionnellement, dans l'exorde comme dans toute introduction, on va aussi évidemment annoncer sa thèse, c'est-à-dire le fait, par exemple, de dire que comment dire, votre client est innocent, c'est annoncer une thèse, c'est-à-dire qu'on va défendre la culpabilité ou l'innocence d'un client au nom de tel ou tel principe. Donc on annonce une thèse. Ensuite, on peut annoncer, dans cette introduction, dans l'exorde, on va aussi annoncer un plan. C'est-à-dire que je vais d'abord parler de telle ou telle chose, puis ensuite j'aborderai tel autre sujet ou tel autre argument. Donc on fait tout ça dans ce qu'on appelle l'exorde. C'est l'introduction dans un plaidoyer. Ensuite, dans un plaidoyer, étant donné qu'on est dans un genre judiciaire,
la deuxième partie, enfin la première partie après l'exorde, hein, dans le corps de l'argumentation, c'est ce qu'on appelle la narration. Alors c'est tout simple, qu'est-ce qu'on appelle la narration lorsqu'on est dans un procès? C'est le récit des faits. C'est-à-dire que un avocat ou un procureur, pour défendre ou accuser, va faire le récit de ce qui s'est passé. Comment les faits se sont-ils produits chronologiquement? Qu'est-ce qui s'est passé? On fait d'abord un récit. Ça, c'est ce qu'on appelle la narration. Et à partir de cette narration, on va passer à la partie suivante. Et donc la partie suivante, elle peut être de deux ordres. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'un ou l'autre ou les deux à la suite. Alors, on a ce qu'on appelle la confirmation donc et la réfutation. Alors, en quoi consiste la confirmation? La confirmation, c'est les arguments qu'on va tirer du récit des faits. C'est-à-dire que par exemple, si dans le récit des faits, dans la narration, j'ai montré par exemple qu'à tel moment, dans le récit des faits, eh bien, l'accusé, en fait, était, au moment du crime, était dans un endroit différent, à la même heure. Donc, je vais en tirer un argument. Cet argument, c'est que, par exemple, dans la confirmation, je vais rappeler que, premier argument, mon client ne pouvait pas être au même endroit, au même moment, et donc qu'il est, pour cet argument-là, innocent. Ensuite, qu'est-ce que c'est la réfutation? euh, Vous l'avez peut-être déjà vu dans des films qui représentent, comment dire, dans des films qui vont représenter ce qu'on appelle un procès, hein, vous avez beaucoup de films de procès, et dans un film de procès, lors du plaidoyer, vous allez voir par exemple l'avocat va anticiper les arguments de la partie adverse, c'est-à-dire qu'il va prévenir les objections de la partie adverse. Si vous êtes avocat, vous allez par exemple utiliser des formules comme euh, Monsieur le procureur va vous dire que, mais moi je vous dis que, c'est-à-dire qu'on va prévenir les arguments adverses, c'est-à-dire que plutôt que d'attendre que le procureur ou que l'avocat avance tel ou tel argument, on va dire il va peut-être lui avancer tel argument, hein, il va peut-être lui avancer tel argument, mais moi je vous dis déjà que c'est pas possible ou j'ai un argument contraire. C'est ce qu'on appelle la réfutation, c'est-à-dire c'est une manière d'anticiper euh, les arguments des autres. Alors quelque part, cet enchaînement confirmation-réfutation ressemble un petit peu à du délibératif. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser cette étape, c'est-à-dire que un avocat peut juger qu'il n'a pas à mettre en avant les arguments des autres et donc on peut sauter cette partie réfutation, l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Enfin, je termine sur ce plan euh, avec ce qu'on appelle la péroraison. La péroraison, en général, on l'assimile à la conclusion d'une argumentation et la péroraison, c'est donc la conclusion d'un plaidoyer du genre judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général dans une conclusion ou dans une péroraison? On va en général synthétiser les faits, les exemples, les arguments, c'est-à-dire en quelques mots, on va pour l'auditoire résumer en gros ce qu'on a développé plus longuement. Ensuite, pour terminer, un peu comme on le faisait au tout début, on va chercher à faire appel soit à l'intelligence, soit au sentiment de l'auditoire, c'est-à-dire qu'on va chercher à d'abord convaincre que cet auditoire, on va flatter cet auditoire, on va flatter son intelligence et on va lui montrer que quelque part, s'il a bien raisonné, il va forcément aller dans notre sens. Donc ça, c'est plutôt faire appel à son intelligence. Mais on peut faire appel aussi à ses sentiments, c'est-à-dire qu'on peut amener l'auditoire dans une conclusion à des choses un peu plus pathétiques, souligner par exemple les difficultés, les sentiments de notre client, la situation sociale de notre client pour essayer de l'amadouer et de faire appel donc à, à- plutôt à ses sentiments qu'à son intelligence. Voilà en gros les différentes étapes, les différentes parties de ce qu'on appelle un plaidoyer, hein, l'exorde ou l'introduction, la narration qui fait le récit des faits,
la confirmation qui va mettre en avant des arguments à partir de ces faits. On peut passer aussi par la réfutation pour essayer d'attaquer par avance les arguments de la partie adverse. Et puis enfin, on conclut avec la péroraison. Voilà. Je vais mettre fin à cette petite introduction. J'espère que tout le monde va bien. De mon côté, ça va très bien. J'espère que pour vous aussi, ça se passe bien, que vous n'êtes pas trop mal confiné et que dans l'ensemble de votre famille, ça se passe plutôt bien, on l'espère. J'espère qu'on va se revoir bientôt aussi hein, pour toutes les classes. Et je mets fin donc à cette petite vidéo. Je vais essayer de la mettre sur YouTube. Donc si vous la voyez, c'est qu'elle y est. Et donc vous pourrez me poser des questions ou euh, dans les commentaires, peut-être qu'on peut essayer de faire dans les commentaires de YouTube, si vous pouvez mettre vos questions, comme ça j'y répondrai directement pour un peu tout le monde. Voilà, à bientôt.